J'ai accueilli très très volontiers Robert Carsen au château de Versailles pour la réalisation d'images en vue de la mise en scène d'Armide au théâtre des Champs-Élysées. J'ai accepté également avec beaucoup de curiosité parce qu'il faut rappeler que s'agissant de Lully, on a quand même affaire à un très très grand musicien, château de Versailles. Versailles reste, pour les Français autant que pour les étrangers, un endroit absolument de rêve où on peut vraiment sentir le roi, le cour, comment ça fonctionnait. Et un ouvrage comme Armide, on peut absolument comprendre la célébration de tous les arts sous Louis XIV. Je ne pense pas que Louis XIV ait inventé l'opéra français. Louis XIV, en fait, s'est entouré de personnes qui étaient les meilleures chacun dans leur domaine. C'était valable aussi bien pour Ardouin-Mansart, pour Le Nôtre, que pour Colbert, pour Lully, Quinault, Molière. Et il a simplement, en fait, demandé à tous les artistes de son temps d'imaginer un monument d'une part à sa gloire, et puis d'autre part à la gloire du goût français et du royaume de France. Et donc, il avait laissé une certaine liberté à Molière, à Lully dans un premier temps, d'inventer la comédie-ballet. Et puis ensuite, petit à petit, il a laissé Lully imaginer autre chose avec Quinault. Et je crois que Louis XIV était le premier surpris de voir naître l'opéra français, mais en même temps le premier heureux d'entendre pour la première fois le prologue de Cadmus et Hermione, le prologue d'Alceste qui chantait sa gloire. Armide est un ouvrage, un chef-d'œuvre absolu. C'est d'une puissance expressive extraordinaire. Donc le problème majeur, puisqu'on veut toujours parler des problèmes quand on parle de mise en scène, c'était moins comment raconter l'histoire, mais le fait qu'il y a quand même ce prologue qui était tellement important aux ouvrages de Lully en célébrant le roi, et comment trouver une façon logique, poétique, onirique, drôle un peu aussi, pour monter l'ouvrage avec ce prologue, puisque l'Armide de Lully serait complètement autre chose sans le prologue. Avec certains opéras de Rameau, après leur première, c'était coutume de jouer sans le prologue, mais avec Lully, pas. Donc ça n'a jamais été question d'enlever le prologue. Mais on a trouvé ça avec Gideon Davy très très difficile. Le processus de la tragédie lyrique, c'est toujours le même. Un prologue et 5 actes. Pourquoi un prologue ? Parce qu'à l'époque, il faut placer le spectacle sous l'égide du roi tout-puissant. Et donc, tout le génie de Quinault dans ses poèmes, c'est d'imaginer à 13, 14 ou 15 reprises, puisqu'il y a environ 15 opéras de Quinault et Lully, d'imaginer des louanges à la destination de Louis XIV, mais qui sont toujours très subtiles. Et cette subtilité, on la perdra par la suite, puisque, par exemple, dans le prologue de Médée de Charpentier, vous avez vraiment « Vive Louis, vive Louis ». Quinault est beaucoup plus subtil, et on parle d'un héros glorieux, on parle du vainqueur, on parle d'Apollon, de Mars, d'Hercule. On comprend bien que c'est Louis XIV, mais on ne le nomme jamais. Donc on a passé par pas mal d'idées. Pour cela, on avait imaginé à un moment donné une espèce de fashion show avec les grands rois de la France, en commençant par les premiers rois, en se terminant avec le président de la République, mais après on a trouvé que ça ne marchait pas pour plusieurs raisons. On a eu all sorts of ideas. L'idée d'une visite guidée à Versailles, une visite un peu drôle, où les touristes s'expriment par la danse, fait une liaison entre cet assez long prologue, toute l'action et la fin de l'ouvrage. Armide commence par un grand prologue à la gloire du plus grand roi de la Terre, comme on disait à l'époque, à la gloire de Louis XIV. Et le choix, finalement, de faire se dérouler ce grand prologue dans la chambre du roi elle-même, dans ce lieu central du château de Versailles, dans ce lieu autour duquel tout le château s'organise, dans ce lieu du culte monarchique, parce que c'est là que chaque jour le roi faisait les cérémonies qui incarnaient sa souveraineté, son autorité, son pouvoir.
les cérémonies du lever, du coucher, de la réception des ambassadeurs, de la réception de quelques grands ministres ou de quelques grands nonces du pape. On est là vraiment au cœur de Versailles. Donc l'idée m'a semblé d'une part intelligente, elle m'a semblé drôle, elle m'a semblé, au-delà du drôle, elle m'a semblé extrêmement pertinente. Ce qui est extraordinaire, c'est le soutien qu'avait toute la France artistique par cet extraordinaire roi qui, en effet, lisait les livrets et qui voulait entendre les passages musicaux. Vous imaginez l'équivalent aujourd'hui? Versailles, le roi tenait à ce que dans ce creuset bouillant où tant d'artistes produisaient des chefs-d'œuvre, à ce qu'on définisse ici un genre de musique, un type de musique, un style de musique qui n'appartiendrait qu'à Versailles, qui n'appartiendrait qu'à la France. Je crois que l'intelligence de Lully, c'est d'avoir compris ce désir du roi. Lully a eu un sens tout à fait extraordinaire de la commande. Il a compris que finalement, il était au service de ce monarque. Et comme Lebrun, comme Mansart, comme le nôtre, il avait vocation à servir l'idée que le roi lui-même se faisait de lui, se faisait de son temps et se faisait de son règne. Armide a été créé à l'Académie royale de musique en 1686. L'Académie royale de musique, c'est à Paris, et c'est assez exceptionnel parce qu'en général, les opéras de Lully ont été créés à la cour devant Louis XIV. Mais cette fois-ci, ce ne fut pas le cas. Au moment où Armide fut créé, Lully se trouve, on peut le dire, en disgrâce, suite à un comportement jugé plus qu'immoral par le roi et sa cour. Lully lui-même, dans la préface de l'édition d'Armide, se désole que Louis XIV n'ait pas voulu assister à la première représentation, n'ait pas voulu faire créer Armide à la cour. Et en fait, le problème, c'est que Louis XIV, depuis un certain temps, prenait du recul par rapport à son surintendant de la musique. Il y avait une vraie admiration, voire même une amitié entre surtout le jeune roi et ce jeune Italien plein de fougue et plein d'audace. Mais le roi, on voit qu'il y a une évolution vers une sorte je ne dirais pas de puritanisme, en tout cas le côté sévère et un peu restrictif, imposé surtout par sa dernière maîtresse femme, Madame de Maintenon, voulait qu'il ne pouvait plus supporter les frasques, la vie dissipée de son chef musicien. Armide, vraiment, est un opéra à part dans toute la production de Quinault et Lully. Et d'ailleurs, pour cette raison, c'est ce qu'on peut considérer comme le modèle de la tragédie lyrique jusqu'à ce que Gluck arrive pour réformer l'opéra en 1774, c'est-à-dire 88 ans après la création d'Armide de Lully. Et encore, même Gluck restera sur le modèle de cet Armide, tellement d'ailleurs qu'il va remettre en musique le livret d'Armide sans rien y changer en 1777. La spécificité d'Armide, c'est vraiment de se concentrer autour d'une figure qui est justement cette princesse magicienne Armide et d'en proposer une peinture psychologique à la fois à travers les subtilités des vers de Quinault, mais aussi grâce à la musique de Lully et notamment grâce à un élément que Lully avait mis en place à partir des années 1680, notamment à partir de Proserpine, ce qu'on appelle le récitatif accompagné. Ce sont les moments les plus beaux dans Armide où l'orchestre accompagne en fait le chant d'Armide. Et ces récitatifs accompagnés qui existaient depuis Proserpine justement sont magnifiés dans Armide et deviennent un modèle. C'est l'apogée de toute une carrière et toute une collaboration entre Quinault et Lully. Armide marque la fin de cette production d'opéra chez Lully. Pourquoi? Parce qu'il meurt après. Et c'est passionnant, pour quelqu'un comme moi, un musicien spécialiste, de voir cette évolution qui est tout à fait présente dans cette production, depuis le début jusqu'à la fin.
Il est un peu timide au début de cette carrière comme un compositeur d'opéra. Et là, avec Armide, on voit quelqu'un qui est parfaitement rodé, très sûr de lui-même. Le récitatif est de plus en plus fluide et dramatique. Le mélange de divertissement, les pièces pour orchestre, c'est-à-dire les danseries, les grands chœurs, c'est une architecture, je dirais, parfaite. Et il a su ne pas succomber à la grande tentation, c'est-à-dire de laisser trop chanter ses protagonistes. Cet équilibre extraordinaire entre les paroles, avec, je dirais, le travail de Quinault, et la musique me semble parfaite. La tragédie lyrique qui va vraiment naître sous l'égide de deux personnes, que sont Lully pour la musique et Quinault pour le poème, c'est en fait l'enfant de tout le premier XVIIe siècle, en mêlant finalement, d'une part, les opéras italiens qu'on avait pu voir à la cour sous Mazarin, donc des opéras de Cavalli et de Rossi, d'autre part, les grands ballets de cour qui se donnaient depuis le règne d'Henri IV et de Louis XIII, et puis la naissance de la tragédie classique de Corneille et de Racine, et enfin les expérimentations de la comédie-ballet avec Lully et Molière. Et finalement, tous ces genres très différents, la tragédie lyrique est devenue une sorte de réceptacle. Alors on a gardé des uns le tout chanté, ça c'est pour l'opéra, des autres on a gardé l'alternance entre des séquences d'action et des séquences décoratives, les divertissements, ça c'est la comédie-ballet. On a gardé bien sûr le grand goût de la danse et le goût de ce qu'on appelle les entrées successives, ça c'est le grand ballet. Et puis enfin on a gardé le noble, le sérieux, le pathétique, ça c'est la tragédie classique. Lully ne pouvait pas faire la tragédie sans chanteur, certes, mais de toutes les sortes, soliste et choriste. Et il ne pouvait pas faire les tragédies sans décor et costume. Mais ce qui anime principalement, visuellement, le plateau, dans une production de Lully, c'est la chorégraphie de la danse. Et il a fait ça merveilleusement bien. Dans ces opéras-ballets, il y a quelque chose d'insaisissable. Et au début, quand on commence à les étudier, pourquoi tous ces ballets ici et pourquoi, quel est le rythme, c'est comme de l'eau dans les mains, on voit rien, on peut apprécier la beauté, mais la logique de la construction nous échappe au début. Et je trouve aussi, ça fait partie de mon métier, ce que je essaie de faire pour aider les spectateurs, de saisir le mieux possible le rythme de l'écriture. Et ça prend parfois beaucoup de temps. Dans Armide, il y a toujours ce côté un peu accessoire des ballets, mais en même temps très judicieusement amené. Et par exemple, le divertissement du sommeil de Renaud, avec ses nymphes et ces nymphes qui sortent du ruisseau, qui sont en fait des démons déguisés, est particulièrement, je trouve, poétique, puisqu'on a finalement un divertissement qui est aussi beau que le sommeil d'Atis, d'une certaine manière, mais qui en même temps se double d'une poésie qu'on pourrait mettre en parallèle de l'adoucissement, l'attendrissement d'Armide pour Renaud endormi. Et je crois que, par exemple, ce divertissement est un des grands moments, et d'ailleurs fait pendant au divertissement de l'acte 3 avec l'arrivée de la haine, qui lui est très brutal, avec tous les suivants de la haine qui essayent de s'emparer du cœur d'Armide. Et donc on a finalement ce passage psychologique dans les divertissements qui effectivement viennent compléter le drame, l'action proprement dite. Je pense à cause de ce côté plus psychologique de l'histoire que Lully devient complètement fasciné par l'obsession d'Armide et l'ironie d'une femme, une sorcière, une espèce de sorcière qui n'a jamais connu l'amour et qui veut détruire son ennemi profond, et qu'à juste à ce moment, il y a une petite faille et elle voit Renaud, elle tombe follement amoureuse et rien au monde peut la sauver, même si
Et c'est ça qui est magnifique. Elle jette un sort sur Renaud pour qu'il tombe amoureux d'elle. Et ils auraient pu très bien passer leur vie comme ça. Mais elle veut qu'il l'aime pour de vrai. C'est ça l'amour. L'enchantement lui suffit pas. Donc elle sait que c'est un trick. Le monologue d'Armide, c'est la scène centrale du drame, en fait, celle où enfin Armide se retrouve devant Renaud et où elle pourrait finalement, en tant que femme avec son poignard ou en tant que magicienne, on peut tout imaginer, enfin se débarrasser de cet ennemi encombrant. Et puis c'est la scène où finalement elle est obligée de reconnaître que les sentiments l'immobilisent et la rendent impuissante. On aurait pu s'attendre à ce que dans cette scène, Lully décide de mettre énormément de musique, en fait, de faire participer tout l'orchestre, de faire chanter Armide sur un grand air, et pas du tout. En fait, c'est un récitatif, pour le coup, pas accompagné, justement, un récitatif avec simplement la basse continue, donc très peu d'instruments. Et c'est ça, je pense, qui a charmé les compositeurs, les successeurs de Lully, c'est qu'en fait, au moment le plus intense du drame, Lully a décidé d'écrire quelque chose de très simple. Alors si on fouille dans la musique en elle-même, on se rend compte qu'il y a des grandes subtilités dans le passage d'une note à une autre, dans certains ajustements d'harmonie, mais en fait, le drame se fait de manière très très simple. Et Rameau, par exemple, admirait beaucoup ça et avait accroché la partition du monologue d'Armide au-dessus de son bureau de travail. Ce conflit d'émotions est merveilleusement bien mis en musique. C'est très court, il n'y a même pas 2 pages de récitatif. Mais en effet, cette concentration, cette densité dramatique et théâtrale a frappé, nous frappe aussi aujourd'hui. Quand Stéphanie Doustrac est arrivée à ce passage dans notre production au Théâtre des Champs-Élysées, j'ai senti un grand silence dans la salle. Et c'était admirablement bien fait par Robert Carson aussi. Ce grand monologue est jugé comme l'un des plus beaux morceaux de la musique française. Et d'ailleurs, souvent, dans le débat, dans la polémique sur l'excellence ou de la musique française ou de la musique italienne, a souvent servi d'argument, de référence aux uns, donc les admirateurs de la musique française, et aux autres, les détracteurs de la musique française. Mais c'est incontestablement l'un des morceaux les plus intenses de la production française du XVIIe siècle. Si Rameau utilise le fameux passage « Enfin il tombe à puissance » pour démontrer effectivement la supériorité du récitatif de Lully, les mêmes pages se trouvent violemment descendues, attaquées par Jean-Jacques Rousseau. Au moment de la querelle des bouffons, on a attaqué la vieille musique française. Le prétexte, ça a été la reprise d'un opéra de Destouches qui s'appelait Omphale en 1752. Mais autour de Destouches et d'Omphale, on s'est attaqué à toute la vieille musique. Et la plus vieille musique, c'était celle de Lully, qui pourtant était la plus reprise, paradoxalement. Et donc, si on arrivait à montrer que la musique de Lully était faible et que les vers de Quinault étaient mauvais, on avait gagné le combat. Alors paradoxalement, dans les années 1760, un peu après cette querelle des bouffons, tout le monde est tombé d'accord pour dire qu'effectivement, Lully, dans sa musique, laissait beaucoup à désirer, alors que Quinault, dans ses poèmes, avait été jusque-là inégalé. Et c'est pourquoi, dans les années 1770-1780, on voit Gossec remettre en musique Thésée, Jean-Chrétien Bach remettre en musique Amadis, Gluck remettre en musique Armide, Piccini remettre en musique Roland, et même Paisiello en 1803, donc sous Napoléon, remettre en musique Proserpine. C'est parce qu'en fait, les livrets de Quinault sont restés de leur création jusqu'à vraiment la révolution romantique des années 1810, sont restés le modèle insurpassé en termes de poésie lyrique. Lully, c'est le seul compositeur que nous avons à citer parmi tant d'autres contemporains de Lully ou les successeurs immédiats, les gens comme Colas ou Cramprat. C'est le seul d'avoir pu vraiment survivre dans les théâtres parisiens et dans les théâtres de province, mais jusqu'à la Révolution. Armide, évidemment,
toujours revu et corrigé, parfois adapté avec de nouvelles musiques. Cet opéra d'Armide a été connu, par exemple, de la génération de Louis XVI. C'est-à-dire Marie-Antoinette a certainement entendu, avec ses Piccinni et ses Gluck, et ses compositeurs plutôt contemporains et à la mode, elle a pu certainement entendre les pages de cette vieille musique d'Armide. Je crois que la musique baroque française, à l'époque déjà, était menée par des chefs de file. Vous aviez le batteur de mesure, que ce soit à la Chapelle du Roi, devant les 24 violons ou à l'Académie royale. Vous aviez une personne qui était là pour battre la mesure, mais autour d'elle, vous n'aviez que des spécialistes de cette musique et des gens complètement autonomes. Imaginez juste qu'à l'époque de Lully, dans l'orchestre, ou un peu après Lully, dans l'orchestre, vous aviez Francoeur, Rebelle, Leclerc, Marin-Marais, Chambonnière, enfin pas Chambonnière, mais d'Anglebert, Marchand. Donc vous aviez en fait un orchestre qui n'était fait que de grands virtuoses et de compositeurs. Donc inutile de vous dire que tous ces gens étaient complètement autonomes et avaient la faculté à anticiper les chanteurs, les problèmes qui pouvaient se produire de décalage avec le ballet, avec le chœur. Et donc je crois qu'il y avait une grande autonomie de tous les participants. De pouvoir faire copie conforme, exacte, ce que faisait quelqu'un à Paris en 1686, 85, ce serait impossible. Et moi, j'aime beaucoup être fidèle, être respectueux, mais j'aime aussi me manifester, moi, William Christie, dans cette affaire-là. C'est évident que musicalement, j'ai certains partis pris, les instruments anciens, un travail sur, effectivement, enfin, les habitudes musicales de l'époque, mais je suis tout à fait pour aussi une participation et une collaboration avec les gens qui ont d'autres optiques. Robert Carson a beaucoup de respect pour l'œuvre, qui explique pourquoi, par exemple, il n'y avait pas de coupure. On a gardé, effectivement, même les moments qui posent les problèmes pour un metteur en scène. Qu'est-ce qui fait, par exemple, ce chevalier danois qui s'introduit comme un cheveu sur la soupe au moment où on aimerait bien vraiment penser et entendre parler d'autre chose. Dans tout le travail que j'ai fait avec les arts florissants, et on en a fait maintenant quelques-uns des projets, j'ai toujours la raison pour laquelle j'aime beaucoup travailler avec William Christie, avec tous ces musiciens, et sur ce répertoire, c'est que je n'ai pas du tout l'impression de m'aborder sur quelque chose de vieux, mais de quelque chose de très moderne. Et à travers cette utilisation des instruments d'époque, et surtout, on arrive musicalement à avoir une très très grande liberté. C'est ça que je sens, c'est ça que je vis pendant les répétitions, et c'est ce que j'essaie de faire dans les productions. Puisque je ne crois pas, je crois qu'aucun artiste a voulu ou veut être vieux jeu. On veut contribuer quelque chose à notre époque, même si on restera toujours de notre époque. Whatever you try to do, you're still of your time. Et on est de toute façon, on est là, et tout ce qui nous arrive dans nos vies est présent dans notre travail. On ne peut pas échapper à ça, et on ne devrait pas vouloir échapper à ça. C'est notre force pour un artiste. Mais dans ce répertoire, j'ai toujours été très frappé par la modernité. Et je trouve personnellement, ça ne m'a jamais intéressé de monter ces ouvrages avec une vue historique autre que la vue historique qu'on a forcément quand nous, dans le XXe siècle, on est assis, on regarde un ouvrage du XVIIe ou XVIIIe qui est forcément présent. Le travail avec Robert est toujours fascinant, puisque c'est un travail très collégial, très associatif, mais en insistant que
que ses collègues participent dans l'expérience, n'est-ce pas? Il s'assure aussi, fait qu'il aurait son mot à dire pour la musique. Et ça, c'est merveilleux. C'est pas forcément toujours facile, mais le dialogue est constant et fascinant. Il y a dans cette histoire d'Armide finalement une histoire d'amour formidable. C'est une magnifique histoire sur la force de l'amour, la force irrépressible de l'amour, ce sentiment qui nous conduit au-delà de nous-mêmes. Donc c'est un thème qui obsédait à la Renaissance et après, ce thème de, comme Alcina, de Handel aussi, la femme castratrice, la femme qui rend l'homme, qui enlève sa masculinité, tellement il fait l'amour avec elle, tellement il reste amoureux d'elle, qu'il est impuissant dans tout autre domaine. Donc ce danger est quelque chose de fascinant. Mais ici, chez Lully et Quinault, c'est changé dans un autre sens, vers comment puis-je dire, la fragilité de la femme qui découvre l'amour et qui est complètement démolie. Je crois que ce qui a beaucoup surpris, c'est le fait d'arriver à concentrer l'intérêt sur un seul personnage, Armide, et le fait d'arriver à aller aussi loin psychologiquement autour d'un seul personnage. Puisque dans la tragédie classique de Corneille et Racine, on arrivait déjà à aller dans des situations psychologiques complexes, à nouer des drames vraiment intenses et minutieusement calibrés autour de chacun des protagonistes. Dans la tragédie lyrique, on savait qu'on avait beaucoup moins de vers pour faire la même chose que dans une tragédie classique, puisqu'il fallait rajouter les ballets, la musique, et donc Quinault avait droit à peu près à 2 fois moins de vers que Racine pour faire sa propre tragédie. Donc il pouvait dire 2 fois moins de choses, il était donc 2 fois moins subtil. Et pourtant, dans Armide, il arrive d'abord en focalisant vraiment son attention autour d'Armide, mais aussi par la nature même de sa versification, à créer un personnage vraiment subtil et complexe. Et je crois que c'est vraiment ça qui a marqué le public, puisque Armide, avec peut-être Atys, est la tragédie la plus psychologique de Lully et Quinault. Et dans notre production, on lui a donné ce fin tragique qu'elle se tue, puisque je ne pouvais pas voir. Oui, c'est écrit dans le livret qu'elle part dans une machine vers les cieux, que les nuages s'ouvrent, mais je me suis dit que le fin était une sorte de Liebestod qu'elle chante pour lui après que, quand il sort de cet enchantement et il décide qu'il doit reprendre son chemin vers la gloire. Justement, ce qui est très différent dans la façon dans laquelle Quinault et Lully racontent cette histoire. J'ai déjà abordé ce thème avec Orlando de Handel, où le héros est vraiment pris entre l'amour et le devoir. Et là, c'est lui-même qui comprenne l'avertissement que l'amour, l'amour physique et le danger, c'est toujours dans la forêt ou comme chez Shakespeare, dans Le Songe de nuit d'été, où on perd la raison et on se perd dans les dangers érotiques de la nuit. Donc, chez Handel, c'est lui-même, à travers plusieurs aventures, même la folie, qui sort, il comprend qu'il faut absolument qui maintient son rôle d'héros et qui va vers d'autres aventures. Chez Lully, c'est différent, puisque il n'y a pas vraiment la même difficulté pour Renaud, puisque il est dans un enchantement érotique avec Armide seulement quand il est sous le sort qu'elle lui met. Il n'est jamais amoureux d'elle tout seul. Le merveilleux est très important dans la tragédie lyrique parce que c'est l'élément supplémentaire par rapport à la tragédie classique. Ce merveilleux, c'est à la fois les changements de décor. Il n'y a pas d'unité de lieu dans la tragédie lyrique, alors qu'il y a une unité de lieu dans la tragédie classique. Donc au contraire, on veut voir des décors qui se transforment à vue, les fameux changements à vue. Et puis ce merveilleux, c'est l'occasion d'avoir des chœurs qui chantent. Parce que finalement, faire chanter les gens, est-ce que c'est du langage réel? Non, c'est forcément du langage merveilleux. Et finalement, tout ce merveilleux, c'est l'avantage énorme de la tragédie lyrique. Et donc, c'est sans doute le point principal.
plus que la tragédie, le côté du merveilleux, du divertissement, c'est l'essence même de la tragédie lyrique. Alors, ce merveilleux va être très présent dans des opéras comme Bellérophon, comme Persée, et beaucoup plus absent dans d'autres, comme Attis.